Savez-vous qu'il existe une coutume qui consiste à mutiler les organes génitaux des femmes? On coupe, on coud, on recoud, un peu comme sur une poupée de cire. Non? C'est parti. Quand la voiture s'est arrêtée, un grand bâtiment brandissait devant nous. J'ai reconnu le centre de santé de la ville. On était déjà venu pour l'accouchement de ma mère. Plus on longeait le couloir de la clinique, et plus les cris se rapprochaient. C'était pas n'importe quel cri, c'était ceux de jeunes petites filles. Ma mère m'a dit de m'asseoir sagement et d'attendre. Avec mon père, ils sont partis présenter des documents à l'accueil. Mes tantes étaient assises à côté de moi et me répétaient « Ça va bien se passer, tu verras », accompagnées d'un grand sourire aux lèvres qui se voulait réconfortant. Les hurlements des enfants me faisaient monter les larmes aux yeux. Je demandais à mes tantes ce qui se passait, mais j'avais encore, et seulement pour réponse, que tout allait bien se passer. La boule au ventre qui m'agrippait m'empêchait de bouger les pieds. Pourtant l'infirmière face à moi se montrait déjà très impatiente. « C'est à toi, allez !» Je me levais en observant mes parents. Je voulais qu'ils réussissent à déchiffrer le regard de leur fille, qui tente de leur dire qu'elle ne veut pas y aller, qu'elle ne veut pas subir ce qui l'attend. Pendant que l'infirmière me tirait par le bras, j'entendais ma tante dire « Elles ont de la chance, ça se passe dans une clinique, nous à l'époque c'était dans le village même. » Devant la salle, une petite fille est sortie en larmes dans les bras de ses parents. Je les ai regardés partir avec un air d'incompréhension. Puis on m'a fait rentrer à mon tour. L'infirmière m'a dit de m'allonger sur le brancard. Il y avait une autre infirmière dans la salle qui, je me souviens, m'avait à peine lancé un regard. Son visage ne dégageait aucune émotion. Elle m'a dit d'enlever ma culotte et de garder les jambes écartées. Elle s'est retournée pour mettre ses gants, puis son autre collègue lui a tendu un plateau, avec des outils pointus et des cotons. Je les observais sagement sans rien dire, sans réellement comprendre ce qui se passait, mais je savais que ça allait me faire très mal, que j'allais crier comme la petite fille avant moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La douleur était si insoutenable, si atroce, que 15 ans après, elle me traumatise encore. Je me débattais dans tous les sens, mais l'autre infirmière me maintenait allongée. Le grincement des ciseaux, le contact des outils avec le plateau en acier, je sentais ma peau qui s'arrachait, ma chair qui me quittait. Chacun de ces mouvements, je les ressentais vivement, comme une horreur. C'était atroce. Après ça, il me semble que j'ai perdu connaissance. Je me souviens plus du reste. Je suis restée alitée plusieurs jours à la maison. Ma mère se chargeait de me faire les soins. J'avais beaucoup de mal à me lever et à marcher. Il fallait que je garde constamment les jambes écartées. Et malgré tout ce qu'on me donnait comme antidouleur, cette douleur ne me quittait jamais. J'en ai fait d'énormes cauchemars. Tout mon entourage semblait heureux de cette nouvelle. On m'a même organisé une fête avec mes autres cousines, qui elles aussi ont été victimes de cette pratique inhumaine. Moi et mes parents avaient reçu beaucoup de cadeaux. Ça avait l'air de réjouir tout le monde. On me répétait que c'est un passage très important dans la vie d'une jeune fille. Mon âge me plongeait dans l'ignorance sans doute, comme eux tous. J'ai fini par accepter et me rendre fière pour le courage d'avoir franchi ce pas. Avec mes cousines, on venait même à comparer notre niveau de douleur. Certaines se vantaient de ne pas du tout avoir pleuré. C'est avec le temps, bien plus tard, lorsque la blessure s'est cicatrisée, que je vivais désormais avec elle comme un devoir accompli, une victoire en quelque sorte, que j'ai compris ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Cette infirmière m'avait ôté quelque chose de si précieux, quelque chose qu'elle n'avait ni elle, ni ma famille, le droit de me prendre. Une des traditions les plus anciennes qui existent depuis des siècles, vraiment des millénaires, et qui est la plus difficile à encore éradiquer aujourd'hui, est certainement l'excision. Plus généralement, l'excision désigne l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs, pour des raisons qui ne sont pas médicales. Autrement dit, il s'agit de venir couper le clitoris et les lèvres des jeunes filles. La plupart, on a tous entendu parler d'une seule forme de mutilation génitale, l'excision, parce que c'est la plus pratiquée dans le monde, mais en réalité, il en existe plusieurs. L'Organisation mondiale de la santé classe 4 types de mutilation génitale selon les pays et les régions. La première est la clitoridectomie. C'est l'ablation partielle ou totale du clitoris externe et ou du capuchon du clitoris. Ensuite, il y a l'excision qui suit le même procédé, mais cette fois, on coupe également les petites et les grandes lèvres. D'autre part, on a une autre forme de mutilation génitale qui est peu connue, l'infibulation, consistant à rétrécir l'orifice vaginal. Et enfin, il y a toutes les autres interventions nocives.
Pour en revenir plus précisément à l'infibulation, elle consiste à inciser et à suturer, donc coudre, la majeure partie des grandes ou des petites lèvres de la vulve pour ne laisser place qu'à une petite ouverture permettant l'urine et les menstrues de s'écouler. De cette manière, la jeune fille prépubère n'ira pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, elle n'ira pas non plus tromper son époux lorsqu'elle sera mariée. C'est donc une manière de garder les jeunes filles vierges. C'est uniquement lors du coït vaginal, donc lors du mariage et au moment de l'accouchement, qu'intervient la désinfibulation. Il s'agit de sectionner la cicatrice issue de la suture formée par l'accollement des lèvres. En gros, on découle les lèvres pour faciliter les rapports sexuels et la naissance de l'enfant. Après l'accouchement ou en cas de séparation avec son époux, de divorce, de décès ou s'il part en voyage par exemple, la femme subit une réinfibulation, c'est-à-dire une nouvelle suture des lèvres. Dans la plupart des pays, les jeunes filles sont excisées avant leurs 5 ans. C'est par exemple le cas au Mali avec 77% des cas. Mais ça peut aller jusqu'à leurs 15 ans. Donc c'est pas vraiment un rite de passage de la jeune fille à l'âge adulte. On voit que c'est vraiment un rite identitaire. C'est pour se conformer à une norme sociale. D'après l'UNICEF, au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi des mutilations génitales dans 31 pays. En Asie, Inde, Pakistan, Indonésie, Irak, au Moyen-Orient et en Afrique. Mali, Sénégal, Éthiopie, Mauritanie, Guinée. On a par exemple la Somalie avec un taux d'excision de 98%, l'Égypte qui est l'un des pays les plus touchés avec plus de 90% des cas, Djibouti, Soudan. On a aussi en Amérique du Sud, au Pérou, en Colombie, mais aussi en Occident, en Europe, par la communauté de la diaspora. On a par exemple en Europe environ 530 000 femmes mutilées sexuellement. Une femme excisée sur 2 vit en France ou au Royaume-Uni. Dans les années 2010, en France, on compte près de 125 000 femmes adultes ayant subi une mutilation sexuelle. Ensuite, vous me demanderez qui se charge de réaliser ces mutilations génitales. Eh bien, c'est une tâche qui revient aux exciseuses. Ah, je l'ai bien dit. Ce sont des mères, des tantes, des grands-mères qui le font dans des conditions déplorables, inappropriées, avec des instruments inadaptés, non stérilisés, sans aucune hygiène ni anesthésie. Les jeunes filles ressentent la douleur de A à Z. Et forcément, les conséquences sont terribles. Des souffrances atroces durant plusieurs jours, des risques d'hémorragie, d'infection, d'attraper le VIH et surtout la mort. Parce que oui, on meurt de l'excision. Tout comme on peut mourir aussi de l'infibulation, rencontrer des problèmes lors de l'accouchement, comme perdre son enfant par exemple. Aujourd'hui, on assiste à une médicalisation des mutilations génitales. 52% de femmes, soit une femme sur 4, ont été excisées par un personnel de santé, ce qui a pour but de donner un aspect légitime et officiel à cette barbarie. En Égypte, par exemple, 75% des excisions ont été pratiquées par des professionnels de santé en 2015. Les mutilations génitales sont la manifestation d'une inégalité entre les genres, entre les sexes. Elles sont pratiquées dans des sociétés où on exerce une pression, un contrôle sur les femmes. C'est une garantie de chasteté. Certains hommes refusent de marier une jeune fille qui n'est pas excisée. C'est presque un contrat entre l'homme et la famille de la jeune fille. On pense souvent à tort que l'excision n'est pratiquée que chez les musulmans, ce qui est totalement faux. En 2008, en Sierra Leone, 80% des femmes excisées étaient des chrétiennes. On a d'ailleurs des pays comme la Tunisie, l'Algérie, où l'excision n'est pas du tout pratiquée. Donc vraiment, c'est pas du tout une question de religion. Si la plupart du temps ces mutilations sont justifiées par des croyances religieuses, ni l'islam, ni le christianisme, ni quelconque autre religion ne les approuve, ni les mentionne dans leurs livres saints. C'est purement une pratique développée par la culture, déterminée par un groupe social. Si elle est faussement justifiée par la religion, c'est en lien avec certains préceptes religieux qui incitent les hommes et les femmes à la chasteté avant le mariage, faisant de la fornication un grand péché. D'ailleurs, les origines de l'excision remonteraient avant même la naissance des religions, dans la société pharaonique, où les femmes excisaient leurs filles pour les marier à des hommes d'un statut social plus élevé. On a aussi tendance à croire que l'excision n'est pratiquée que dans les villages, voilà, au fin fond du village, du bled et tout. Pas du tout, c'est autant en milieu rural qu'en milieu urbain, et ça quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau d'émancipation des femmes. En fait, il faut savoir que les familles élevées vont respecter la tradition, la perpétuer, pour rentrer dans les normes sociales. Pour ces communautés, les mutilations génitales sont considérées comme une norme sociale. Elles interviennent pour éduquer les jeunes filles et les préserver avant le mariage. C'est donc une sorte de protection face à une peur trop grande de laisser les jeunes filles la vulve ouverte. Oui, c'est violent comme mot, mais c'est le cas de le dire. Le risque de la liberté sexuelle des femmes, c'est quoi? C'est l'honneur familial que cela pourrait porter atteinte. Parce qu'une fille excisée, c'est une fille promise un bel avenir. C'est l'acceptation sociale, c'est la sécurité économique à travers le lien conjugal. Les mutilations génitales sont des violations graves des droits de l'homme. Le droit à l'intégrité physique et mentale, le droit à ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe, une violation des droits à l'enfant, droit à ne pas subir de traitements inhumains, dégradants
ou encore le droit à la vie. Ces droits sont protégés par une multitude de textes législatifs, comme la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes adoptée en 1979, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou encore la Déclaration interinstitutions éliminer les mutilations sexuelles féminines adoptée en 2008 par l'Organisation mondiale de la santé et signée par de nombreuses institutions des Nations unies. Donc oui, il y a des textes législatifs qui font barrière contre les mutilations génitales, mais qu'en est-il concrètement sur le terrain, en pratique ? Depuis 2008, l'UNICEF travaille en partenariat avec l'UNFPA sur le programme conjoint sur l'élimination des mutilations génitales féminines. Il s'agit d'honorer la promesse mondiale d'éradiquer les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. En 2012, le 6 février a été désigné par l'Assemblée générale des Nations unies comme une journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales. Le 6 février 2023, l'UNICEF appelait la communauté internationale à s'associer aux hommes, c'est-à-dire les chefs religieux ou encore les agents de santé, pour transformer les normes sociales et leur permettre de jouer un rôle actif dans la lutte. Par ailleurs, de nombreuses associations luttent contre l'abandon des mutilations génitales, par exemple l'association Excision, parlons-en, l'association Chance et Protection pour toutes, l'association AXA, la Fédération nationale GAMS. Nombreux aussi sont les pays concernés qui condamnent l'excision. En Espagne, par exemple, un protocole commun d'action sanitaire a été mis en place pour protéger les jeunes filles qui seraient à risque d'excision. L'excision est punie de 6 à 12 ans d'emprisonnement. En cas de séjour dans les pays d'origine, les parents s'engagent par écrit à ne pas faire subir l'excision à leurs enfants et à leur retour une visite médicale de contrôle est exigée. Il faut aussi noter qu'aujourd'hui la reconstruction est possible. Certaines femmes ont recours à des interventions chirurgicales pour réparer les conséquences de l'excision. Par ce biais, elles peuvent ainsi se faire refaire le clitoris. Le poids de ces traditions repose sur les épaules des jeunes filles, mais aussi des parents qui risquent d'être exclus de la communauté ou voir leur fille être jugée inapte au mariage. Nombreuses sont les familles qui fuient cette barbarie pour sauver la vie de leurs enfants. La France est l'un des premiers pays qui accueille des réfugiés victimes de violences sexuelles. Pour en finir avec les mutilations génitales, il faut conscientiser les communautés qui les perpétuent des dangers que cela représente et surtout leur faire accepter collectivement l'abandon de la pratique. Les femmes doivent prendre conscience de leurs droits sexuels et reproductifs. Si la norme change, les mentalités suivront avec. Ça va donc demander de nombreuses campagnes d'information, des séances de sensibilisation dans les écoles auprès des enfants, des quartiers, mais aussi au niveau étatique avec des mesures drastiques, des formations du personnel soignant pour accompagner les victimes de mutilations génitales. Ce qui est assez paradoxal autour de l'excision, c'est le manque de dialogue entre les hommes et les femmes au sein des familles. Parce que les femmes pensent qu'elles pratiquent l'excision à la demande des hommes. Sauf que les hommes, ils ne se sentent même pas concernés, certains sont vraiment opposés, et comme c'est des affaires de femmes, ils ne veulent pas trop rentrer dedans. D'où l'importance d'instaurer un véritable débat public autour de ces pratiques. Nous avons tous, autant que nous sommes, hommes, femmes ou peu importe, un rôle à jouer dans la lutte contre les mutilations génitales. Nous pouvons tous contribuer à créer une nouvelle dynamique sociale et instaurer le changement. Les associations et les ONG à travers des actions et campagnes concrètes, les leaders religieux à travers leur influence, les exciseuses traditionnelles qui peuvent convaincre les familles. Les hommes aussi ont un rôle à jouer en cessant d'exiger l'excision, l'infibulation de leur future épouse, ce qui va diminuer la pression des familles. Les médias, les réseaux sociaux en poussant les femmes à ne plus faire de ce sujet un tabou et créer des espaces ouverts à la discussion. Et enfin nous, la diaspora, en faisant entendre nos voix au-delà des frontières, auprès de nos communautés. Il faut continuer à faire du bruit pour que la nouvelle génération ne perpétue pas ces traditions. Et à la fin de la vidéo, partagez la vidéo, c'est très important. Surtout comme j'ai dit, nous la diaspora, on a une responsabilité envers nos communautés. Il faut continuer à en parler, il faut continuer à diffuser les vidéos et tout. C'est jamais assez, c'est jamais fini, vraiment. Donc on se retrouve la semaine prochaine, la semaine d'après, j'en sais rien. Mais cette fois, ça va être les hommes. C'est votre tour. Bye!